Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, votre émission sportive sur la chaîne RTV. Street Foot, c'est le football africain, maghrébin et international. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, les compétitions africaines, en commençant par la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF. On connaît enfin les demi-finales, donc ce sont des demi-finales choc. On va parler également des U17, la Coupe d'Afrique qui se passe en Algérie actuellement. Et on terminera par les championnats nationaux. Pour cela, rien de mieux que d'être accompagné par deux chroniqueurs. On va commencer par Tarek, qui est chroniqueur et agent de joueur professionnel. Bonjour Tarek. Bonjour Anis, bonjour Fatah et bonjour à toute la communauté Street Foot. Exactement. Et Fatah, qui est notre chroniqueur marocain. Bonjour Fatah. Bonjour Anis et bonjour à tous. Alors, les compétitions africaines, on va rentrer dans le vif du sujet. Les demi-finales, des matchs chocs. Entre le Wydad qui va recevoir Mamelodi, qui est l'équipe qui a fait plus grande impression jusqu'à aujourd'hui, et la deuxième demi-finale entre l'Espérance de Tunis et El Ahly. On va commencer par le premier match, Fatah, le Wydad qui reçoit Mamelodi, un match qui va jouer à Casa devant le public marocain. Comment tu vois ce match ? En ce moment, c'est vrai que le Wydad traverse une période de doute, notamment avec un énième changement d'entraîneur en cours de saison. Donc le Belge est arrivé. Guerredo qui est parti. Voilà, Guerredo qui est parti. Le Belge Van der Broek qui est revenu, qui connaît le championnat marocain parce qu'il entraînait il y a quelques années les Phares. J'espère que ça va insuffler de nouvelles ondes positives. Le Wydad qui a gagné très récemment, avant-hier, 3-1. Face à Mamelodi, je pense que Mamelodi c'est l'équipe phare de cette session en Ligue des Champions. Ils ont eu des super bons résultats, notamment face à Al Ahly. Rappelons qu'ils ont battu Al Ahly 5 buts à 0. 5 buts à 0, effectivement. Et je pense que le fait que le Wydad reçoive en premier, ça va être peut-être quelque chose qui fera que, au retour, ils devront, je pense, bien négocier leur match à l'extérieur. D'accord. Donc le Wydad, Tarek, qui en championnat, ça se passe plutôt pas mal. Ils sont derrière le Phare de Rabat. En Ligue des Champions, ils sont en demi-finale. Et surprise, ils prennent la décision de faire partir leur entraîneur. C'est vraiment très surprenant. Il y a eu une valse des entraîneurs, Nafti, ensuite Garrido qui revient à la maison. Là, il rappelle Van der Broek, qui connaît aussi la maison, en tout cas le championnat marocain. C'est quand même particulier. Je pense que c'est un signe aussi que tout ne va pas bien au Wydad, malgré les bonnes performances en championnat et en Ligue des Champions. Ça me paraît surprenant, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ils vont rencontrer Mamelodi Sundowns. On l'a dit dans les deux émissions précédentes, c'est un favori. Aujourd'hui, ils sont en demi-finale. Ils ont tapé, comme tu le disais, El Ahly 5-0, c'est pas n'importe quelle équipe. Ils sont clairement favoris. Maintenant, le Wydad, c'est un costaud, c'est l'ancien champion d'Afrique, en titre. Voilà, exactement. Et donc, comme tu l'as dit en introduction, ça va être un choc. Alors, le Wydad qui joue devant son public, Fatah, ouais. Qui joue devant leur public. Voilà, il n'y a pas d'autre résultat que la victoire avant d'aller en Afrique du Sud. Une large victoire. On a vu que Mamelodi à l'extérieur se déplaçait très bien. Ils en ont mis 4 au CRB de Belouizdad. Donc moi, ce qui m'inquiète, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est qu'ils vont recevoir au match aller. Et si tu ne mets pas 2, 3, 4 buts lors du match aller, le match retour, tu es susceptible d'en prendre si tu défends mal plusieurs. Parce qu'on sait que c'est une très belle équipe, avec un attaquant devant qui met pas mal de buts. Derrière, c'est costaud. Le climat risque de ne pas être le même que celui à Casablanca. Surtout qu'en Afrique du Sud, vous risquez de jouer à 15h. Exactement, jouer en après-midi au lieu de jouer le soir où il fait un peu plus frais. Exactement. On sait que Mamelodi a une certaine expérience depuis 2016, époque où elle a gagné la LDC. Moi, je pense vraiment que le match aller va devoir être très bien négocié de la part des joueurs du Wydad. Bon, il y a Bouli qui fait un retour tonitruant.
Je pense le Wydad qui a eu du mal, le Wydad qui a eu du mal à s'en sortir en quart de finale. Hein. Rappelons qu'ils ont battu les Simba après avoir perdu en Tanzanie 1-0. Victoire à Casa 1-0 et c'est parti aux séances tir au but. Après, on se souvient aussi qu'il y avait eu un but refusé pour un hors-jeu valable, légitime. Maintenant, c'est vrai que avec Garrido, on sentait les joueurs avec le recul frein, on sentait qu'ils n'étaient pas complètement épanouis, on sentait des mauvaises ondes. J'espère qu'avec le retour l'arrivée du Belge, la plénitude dans le groupe va être à son summum et que tout le monde va tirer dans le même sens, je l'espère, parce qu'on sait qu'il y avait des distensions, notamment avec Ounajem, qui ne s'entendait pas très bien avec le précédent entraîneur. Alors, pour revenir très rapidement à ce nouveau coach va reprendre cette équipe de Wydad. On a vu qu'il y avait plusieurs changements d'entraîneur, pas qu'au Wydad. Hein. On voit actuellement aussi dans la Botola que Monderk Bayer, l'entraîneur du Raja Casablanca, est un peu sur la sellette. Qu'est-ce que tu en penses de cet entraîneur, Tarek? Monderk Bayer, tu parles? Non, Van der Broek. Van der Broek, j'ai pas plus d'a priori que ça. C'est quelqu'un qui connaît le championnat marocain. Maintenant, je pense qu'Abdel, Fatah est plus calé que moi sur le championnat marocain et connaît plus ou moins son palmarès. Il a entraîné en Afrique, je crois que c'était en Tanzanie. Après, il a repris les phares. Il travaillait d'ailleurs main dans la main avec Dacruz, qui est l'entraîneur actuel des phares, qui était après son départ, avant son départ plutôt directeur sportif, et qui a repris les rênes de l'équipe première au départ de Van der Broek, qui est parti en Arabie Saoudite. On va mettre une image de Van der Broek. Van der Broek, il a eu une expérience en Arabie Saoudite de quelques mois où ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé du côté de l'Arabie Saoudite. Il est revenu au Maroc. On sait que ça fait 7-8 mois qu'il est revenu au Maroc et il attendait le projet. Il savait que tôt ou tard, il y allait avoir un siège qui allait se libérer. Maintenant, Van der Broek, je trouve que c'est quelqu'un qui a remis l'année dernière les phares dans une bonne dynamique. Dacruz, l'actuel entraîneur des phares, a repris le flambeau. Ouais. Et on voit ce que actuellement les phares font dans la Botola, même s'ils ont en Coupe de la CAF pêché, on va dire, en quart de finale face au MCA. Moi, je pense que Van der Broek peut apporter de la stabilité, une vraie coercion. Est-ce que c'est le moment d'avoir mis cet entraîneur alors que tout allait bien pour le Wydad? C'est vrai que Garrido a connu qu'une défaite. C'est 9 victoires, 4 nuls, 1 défaite. Donc les résultats de Garrido plaidaient en sa faveur. Mais comme je te l'ai expliqué, on sentait pas mal de choses au sein du groupe qui n'allaient pas dans le bon sens. Et je pense que Tarek nous parlera peut-être beaucoup mieux que moi du président Nassiri, qui est un peu un président à l'ancienne, pour ne pas dire autre chose. Alors, il y a eu Mehdi Nafti. Qui a le licenciement facile. Il y a eu Mehdi Nafti, ensuite il y a eu Garrido. Est-ce que c'est peut-être pas aussi un problème de groupe? Moi, je pense que Nafti et Garrido, c'est des erreurs de casting. Maintenant, Garrido est venu au pied levé remplacer Nafti, qui était clairement une erreur de casting. Avant Nafti, il y a eu Amouta qui a connu des bisbilles avec l'entraîneur, parce que quand il y a eu la Coupe du Monde, il est parti faire du consulting sur des plateaux télé qataris, ce qui n'a pas plu à Nassiri, qui l'a évincé. Tarek, le Wydad, champion au titre, tu les vois favoris pour cette rencontre face au Mamelodi? Franchement, ça va être du 50-50. Après, ils sont en ballottage favorable parce qu'ils sont les tenants du titre. Maintenant, Mamelodi Sundowns, c'est surtout qu'ils sont à domicile, Tarek. Hein. Ils sont à domicile pour l'aller, mais il y a un match retour. C'est un match aller-retour. Donc, si on parle des résultats des deux matchs, ça va être très compliqué. Sachant que, comme disait Fatah, il joue à 15h. Je pense que cet horaire-là n'a pas été choisi au hasard. En général, si vous remarquez bien, dans les pays africains subsahariens, en général, on joue toujours à 14-15 heures. Et c'est là où il fait le plus chaud, bizarrement. Donc, c'est pas choisi par hasard. Mais bon, après, le Wydad, je m'en fais pas. Ils ont l'habitude de jouer dans ces horaires-là et à l'extérieur. Maintenant, ça va être un match coup près. Et il faudra, comme disait Fatah, il faudra mettre le tarif à l'aller parce qu'au retour, ça va être très difficile. Alors, rappelons à nos auditeurs qu'on a quand même, lors de ces demi-finales, les plus belles demi-finales. On a les 4 derniers vainqueurs des compétitions, de cette compétition. Ah, c'est vrai. Donc, ça reste vraiment un niveau très relevé. On a de l'autre côté un Espérance El Ali aussi qui promet. Espérance El Ali, Fatah,
Tu vois comment? Alors, Espérance El Ali, moi, c'est bizarre de vous dire ça, mais j'ai l'impression que les deux clubs, je ne vais pas dire sont dans le même... sont en perdition, mais sont en perdition les deux. Je partage le même avis que toi. Voilà. L'Espérance est mal en point. Ils viennent de encore perdre en championnat hier. 1-0. Alors on y reviendra en fin d'émission. El Ali, qui a gagné la Supercoupe face à Pyramids il y a quelques jours, en prolongation, notamment sur un but de Maloul. Ali Maloul, ouais. Mais on sent qu'en Ligue des Champions, ça ne va pas. Il y a eu une défaite qui je pense, va leur faire, ou leur a fait peut-être un peu de mal, notamment par rapport à leur ego. On sait que face au Raja, certes, ils ont gagné, mais c'était plutôt à l'expérience. Le Raja, avec une équipe amoindrie, a quand même fait bonne figure, je trouve. Maintenant, je pense qu'avec le fait que l'Espérance, notamment à cause des sanctions, qui jouera à huis clos... Alors, les sanctions, pour rappeler un peu ce qui s'est passé, la CAF a mis des sanctions, on va dire, d'ordre financier déjà, 300 000 euros à peu près contre l'Espérance sportive de Tunis pour ce qui s'est passé contre la JS Kabylie. On se rappelle de ce match en quart de finale où il y a eu des débordements qui étaient plus que maladroits, voilà, sans dire autre chose. 300 000 euros plus 4 matchs de sursis. D'accord, 2 matchs, donc si l'Espérance va en finale, ne pourra pas jouer devant son public, et plus 2 autres matchs pour l'année prochaine. Ces sanctions, tu les trouves comment, sachant que Tarek, ce qu'il faut aussi remettre dans le contexte, c'est qu'au Maroc, il y a eu également des débordements, et en Égypte, des débordements contre l'équipe soudanaise. Mais c'est que l'Espérance qui prend tout. Ouais, je pense qu'ils ont voulu donner un exemple. Après, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans notre émission. Il y a des histoires de lobby. Il ne faut pas oublier que l'Égypte, il y a le siège de la CAF. Donc ça y joue un petit peu. Il y a le Maroc aussi qui est très présent. C'est pas péjoratif ce que je dis, qui est très présent aussi dans le lobby aujourd'hui. Mais il y a eu des sanctions pour le Raja. Oui, bien sûr. Il y a eu des sanctions. Le Raja a eu des sanctions financières. Après, je pense que ce que dit Anis, c'est qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes fonds. Parce que 300 000 $. Rappelons que au Raja, le match entre le Raja et l'Ali, on a quand même eu un décès. Oui, un décès. Mais en fait, si tu veux, il y a eu un décès effectivement, mais ce n'était pas pendant le match. Oui. Les incidents Espérance JSK, c'était pendant le match. Il y a eu le feu dans une tribune, il y a eu, on va pas rappeler l'épisode avec la tronçonneuse, il y a eu des débordements entre eux et des échauffourées entre la police et les supporters. Dans les réseaux sociaux aussi, ça a joué sur la décision. Maintenant, avec le Raja, c'était un mouvement de foule avant l'entrée. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, effectivement, comme l'a dit Tarek très bien, il faut reconnaître que la CAF, elle réagit très rapidement contre le Raja et contre l'Espérance. Or, comme tu l'as très bien dit, il y a eu des gros échauffourées dans les tribunes entre l'Hilal du Soudan et le Caire, et Al-Ahli le Caire. Oui. Et il n'y a pas eu de sanctions. Donc, et on a vu des images, toujours, et même les joueurs étaient là. Ah oui, il y a eu des sièges qui ont volé, etc. Maintenant, la CAF, là, elle a sanctionné très rapidement. Je pense que c'est pour aussi dire, écoutez, on ne va pas laisser ça passer. Alors, ce qu'il faut également rappeler à nos auditeurs, c'est que ce n'est pas la première fois que la CAF sévit face à l'Espérance sportive de Tunis. C'est que l'année dernière, l'Espérance a joué à huis clos son quart de finale. C'est ce qui lui a coûté son élimination contre Sétif. Le Raja aussi, l'année dernière, a joué à huis clos. En compétition africaine. Régulièrement, la CAF, elle sanctionne quand il y a sanction. Bien sûr. Quand il doit y avoir sanction, pardon. Maintenant, est-ce que ces sanctions sont disproportionnées? J'ai pas trop l'impression. C'était le minimum à faire dans le cas avec le Raja, et c'était le minimum à faire, je pense, du côté de l'Espérance. C'est peut-être pas une belle image pour l'Afrique, et puis on aurait pu juste mettre en place une sanction financière. Parce que là, on a quand même, comme je l'ai dit, les 4 meilleures équipes africaines depuis ces dernières années. On aurait peut-être pu laisser le public assister à ces matchs en termes d'image pour le football africain. Justement, moi, j'aimerais qu'on ne tombe pas dans ce piège-là, Anis, parce que des mouvements de foule, des tribunes où il y a du feu, on l'a vu notamment, c'était quand? Hier, face à... il y a eu en Ligue 1, ça va me revenir, il y a eu des jets de fumigène sur le terrain. En Amérique du Sud, c'est pareil. Tout le temps, ce que tu veux dire, c'est ça. Oui, ça arrive sur tous les continents. Il ne faut pas justement essentialiser la question.
sur le continent africain. Ça arrive partout. On a vu les débordements avec Udinese, Naples, qui fêtaient leur titre. On a vu les ultras d'Udinese vraiment à coups de barre de fer sur le terrain. Taper les supporters qui venaient fêter, les supporters napolitains qui venaient fêter le titre grâce au match nul qu'ils ont acquis sur la pelouse de l'Udinese. Vraiment des débordements. On a vu récemment River Plate Boca Juniors il y a 2 jours. Ces sanctions de la CAF, tu les trouves disproportionnées? Non, pas du tout. Moi, je trouve qu'elles sont logiques et la CAF a bien eu raison. Maintenant, là où j'aimerais quand même nuancer, c'est vrai que le match El Ahly contre Al Hilal, on attend toujours les sanctions et c'est toujours les mêmes qui sont protégés. Rappelons que le siège de la CAF de toute façon se trouve en Égypte et ça peut peut-être jouer en leur faveur. Et que l'Égypte est fondatrice de la CAF. Exactement. C'est elle qui a fondé la CAF. Exactement. Et ça y joue un peu, malheureusement. Bon, on peut pas... Revenons sur le terrain. L'Espérance qui reçoit El Ahly. Donc El Ahly, pas besoin de les présenter, 10 Ligues des Champions, c'est la plus grande équipe africaine. L'Espérance qui les reçoit, l'Espérance qui va très mal en ce moment, que ce soit en championnat ou même dans les coulisses. On entend dire qu'il y a beaucoup de joueurs et également l'entraîneur Nabil Maloul qui est décrié, Tarek. Oui, depuis hier notamment, il a perdu derby. Voilà, on attend un sursaut d'orgueil de la part des espérantistes ou pas? On attend ça reste quand même un grand d'Afrique. Maintenant, comme on se rejoignait avec Fatah, si tu veux, c'est deux équipes qui sont en perdition, mais je pense que l'Espérance est plus en perdition que El Ahly aujourd'hui, si on devait jauger les 2 niveaux de perdition. En plus de la sanction qui favorise pas... On a quand même ce tableau. On voit qu'on a l'Espérance contre El Ahly et le Wydad face au Mamelodi. On a vraiment les 4 meilleures équipes africaines de ces dernières années. Donc là, la finale se jouera comme d'habitude, Fatah, on a les retours. Ouais, il n'y aura plus la fameuse polémique qu'il y a eu il y a les deux précédentes saisons où ça jouait sur un match. Ouais. En Afrique, les supporters, ils n'ont pas la possibilité de se déplacer comme en Europe. Je pense que pour l'équité de tout le monde, c'est mieux de faire ce match-là en aller-retour. Maintenant, on sait aussi qu'en Afrique, il y a toujours le but qu'on double à l'extérieur. Donc, je pense que c'est une bonne formule pour le continent. Moi, je trouve ça dommage, personnellement, si je dois donner mon avis là-dessus. Je trouve ça vraiment dommage parce que, pour moi, si tu veux, une finale, ça se joue partout dans le globe en une rencontre. Après, c'est vrai que Fatah, il apporte un argument... très convaincant, c'est que les supporters, ils n'ont pas les moyens en Afrique de pouvoir se déplacer, je ne sais pas, sur un terrain neutre, si ça se devait jouer au Maroc ou en Tanzanie, etc. Et même, je pense que les correspondances au niveau des vols seraient très compliquées. Et puis autre chose, franchement, il y a peut-être 4-5 pays qui sont capables d'accueillir une finale de ce nom sur le continent. Donc finalement, ça va jouer tout le temps sur ces 4-5 pays. Et il y aura toujours les polémiques qu'il y a eu la saison dernière, nourries par les supporters d'Al Ahly qui reprochaient que la finale se repasse encore à Casablanca. Donc pour éviter toutes ces polémiques. Il y a eu 2 finales de suite quand même. Oui, 2 finales de suite. Après, comme je te l'ai dit, il y a eu la finale de la Coupe de la CAF au Nigeria, Berkane contre le club sud-africain. Je vous assure que même au Nigeria, qui est un pays extrêmement riche, un très grand pays d'Afrique avec des infrastructures, le terrain d'entraînement, la pelouse a été indigne d'une finale de Coupe de la CAF l'année dernière. Donc les gens se plaignent beaucoup du fait que ça se jouait à Casa. Mais il y a eu une finale de Coupe de la CAF hier au Nigeria qui était vraiment pas digne de ce nom. Alors revenons sur le terrain. L'Espérance, Tarek, on a dit qu'ils allaient mal actuellement. Ils allaient mal actuellement, plus la sanction, plus... Est-ce qu'ils peuvent... la perte du derby, on en parlera je pense en fin d'émission. Ils peuvent battre El Ahly, c'est ma question. Ils peuvent battre El Ahly. Sur un match, tout est possible. On voit bien, on en parlera juste après, de Marumo Gallants en CAF qui arrive là, au Young Africa, donc Espérance de Tunis. Ils ont l'expérience. Ça va être, si je puis dire, un derby entre El Ahly et l'Espérance de Tunis. Donc ça va se jouer à l'engouement, ça va se jouer à la motivation. Et il faut un facteur chance. Malgré que ce sera à huis clos. Exactement. Voilà. Tu vois l'Espérance gagner, Fatah, ou ça sera plutôt honnêtement, un match serré? Sans langue de bois. Sans langue de bois. Voilà, je cherchais mes mots, mais des fois, je pense que l'Ali va passer à l'expérience parce que... Logiquement. Déjà, comme l'a expliqué Tarek, ils sont mal en point, effectivement, mais ils ne sont pas aussi mal en point. Et puis, ils ont des arguments que l'Espérance n'a pas, notamment en attaque.
On sait Ils que ont du côté de... Persitao, ils ont vraiment des joueurs, ils ont Amar Soleya, ils ont des joueurs d'expérience, et ils ont un très grand gardien également. On va dire au niveau de l'effectif, aujourd'hui, l'effectif de El Ahly, tu verras, El Ahly, c'est au-dessus que l'Espérance de Tunis. Maintenant, ça ne veut rien dire. Voilà, l'Espérance de Tunis aussi, ils ont une rigueur défensive, une rigueur tactique, et ça peut jouer sur un détail. Mais l'Espérance joue sans son atout numéro 1 qui est le public. Qui est le public, malheureusement. C'est le gros problème. Ouais. On va passer à la Coupe de la CAF. Si on peut avoir le tableau des demi-finales de la Coupe de la CAF. Et là également, on a des très belles affiches. On a l'ASEC Mimosas qui va recevoir l'USMA. L'USMA qui a battu les premiers de la Botola, qui sont les Phares de Rabat. Et de l'autre côté, on a le Young African, et là c'est une équipe tanzanienne, qui elle a réussi à se hisser en demi-finale pour la première fois. Exactement, face à Marumo Galante, une équipe sud-africaine. Deux surprises sur la demi-finale Young Africans Marumo Galante. Ces deux équipes qui n'ont jamais atteint ce stade de la compétition. Comme je le disais dans la précédente émission, Marumo Galante, c'était une équipe qui jouait le ventre mou du championnat sud-africain, même voire le maintien certaines années, et qui est aujourd'hui une grosse surprise. Young African, comme je le disais, c'est les clubs tanzaniens, notamment avec Simba, qui investit beaucoup, Simba qui est éliminé malheureusement, mais qui investit beaucoup sur leurs équipes et qui essayent de ramener des joueurs et de faire un bon mercato. Donc ça va être une très belle demi-finale entre deux équipes, on va dire, du sud de l'Afrique. Bon, la Tanzanie, c'est pas totalement, mais deux équipes qui se ressemblent, et on verra justement qui sera le meilleur. Alors, on a l'habitude de connaître Fatah des équipes en Afrique du Sud, mais cette équipe de Galante qui est, on va dire, plus ou moins mal classée, ils sont dans le ventre mou du classement sud-africain, et ils arrivent à se hisser en demi-finale. Et en plus de ça, ils ont actuellement Mamelodi qui peut aller très très loin et aller prendre le titre en Ligue des Champions. Le football sud-africain qui... il a toujours été présent, surtout ces dernières années. Il y a Kaizer Chiefs, il y a les clubs historiques, Amazulu, tous ces clubs-là représentent régulièrement le football. Ajax Cape Town à l'époque. Exactement, ils représentent régulièrement le football sur le continent. Maintenant, moi, ça me fait plaisir de voir de nouveaux clubs, une espèce de renouveau de certains clubs, notamment avec la SEC. Ça me fait plaisir aussi de les voir à ce niveau de la compétition. C'est bien aussi de voir autre chose que tout le temps les mêmes clubs, notamment du nord de l'Afrique. Et je pense qu'ils ont toute leur place. On verra, quoi qu'il arrive, un club surprise en finale, parce que la deuxième demi-finale se joue entre... l'USMA et l'ASEC Mimosas. Non, de l'autre côté. Ah, de l'autre côté, c'est Young African et Galante. Exactement. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura un de ces deux clubs en finale. De l'autre côté, les clubs sont plus connus. L'USMA, c'est un bon club en Algérie, même s'ils sont 5-6e aussi en haut de tableau. Mais alors, l'USMA qui a un peu plus de mal en championnat, effectivement, exact. Mais c'est souvent, Tarek, ce sont souvent dans ces compétitions-là des équipes qui ont du mal en championnat. Mais ces compétitions africaines leur permettent d'avoir un second souffle. Oui, effectivement. Et en plus, l'USMA, ils ont un pédigré. C'est une équipe qui a déjà remporté la Ligue des Champions. Bon, c'est pas tout frais, mais ils l'ont déjà remporté. C'est une grande équipe de la capitale qui n'a pas trop de problèmes financiers. C'est un club assez stable en Algérie et c'est plutôt rare. Maintenant, la SEC d'Abidjan, on en parlait à la précédente émission, c'est du costaud aussi, c'est les meilleurs joueurs ivoiriens. Ils ont pris la Ligue des Champions, c'était une équipe... à l'époque, on en a parlé justement à la dernière émission contre les vieux briscards de l'Espérance de Tunis et la génération en 2002, si c'est pas... oui, ça peut être je pense que c'était en 2002. Début des années 2000. Voilà, si les souvenirs sont bons, avec l'Académie, Jean-Marc Guillot, etc. Bon, je me répète un peu, mais c'est le cas. Et je pense qu'elle va être beaucoup plus intéressante cette demi-finale que Marumo Galante, Young Africa. Après, l'atout numéro 1 du côté de l'USMA, c'est surtout son entraîneur sur le banc de touche, qui a une expérience du football. Qui était l'ancien entraîneur de Berkane, d'ailleurs. Voilà, qui a gagné la Super Coupe face au du club africain. Voilà, et bon, après, c'est vrai qu'il n'a pas fait ses vieux os. Berkane qui était tenant du titre. Berkane qui était tenant du titre, qui s'est fait éliminer par Monastir. Monastir s'est fait éliminer par l'ASEC Mimosas. Donc là, on arrive vraiment dans le vif du sujet. Vous voyez l'USMA sortir de cette demi-finale ou ça va être difficile? Après, c'est un peu bateau ce que je vais dire. C'est une demi-finale. Les deux, ils savent qu'ils ont 2 matchs pour aller en finale. Donc les deux clubs vont vraiment se mouiller le maillot. Bien sûr. Maintenant, c'est vrai que
je mettrais quand même une petite pièce sur l'ASEC Mimosa parce que individuellement, physiquement, techniquement, honnêtement, c'est pas mal. Moi, il m'avait impressionné. J'étais tombé par hasard sur un match de championnat et franchement, c'est très costaud. C'est peut-être ce manque d'expérience qui va faire passer l'USMA. Parce que, comme on dit, l'USMA, sur le banc, ils ont Benchira qui a un entraîneur Après, connu. ils ont l'attaquant, la Mahiouz, qui tire ses pénaltys à la Jorginho. D'ailleurs, qui avait coûté la CHAN à l'Algérie. Ouais. Mais oui, c'est un club stable qui appartient à. Et puis, on a surtout le public. On a surtout le public. Je reviens dessus. Oui, ils on ont a un grand surtout public le public, aussi, l'USMA, qui peut faire la différence au stade du 5 juillet. Surtout que je le répète, c'est un grand club d'Alger. Et aujourd'hui, je rejoins Fater sur le fait que l'ASEC Mimosa soit un très bon club aujourd'hui, en tout cas une très belle équipe plutôt. Mais l'USMA, ils ont cet avantage d'avoir cette expérience, même si l'ASEC avait gagné la Ligue des Champions en 2002, ça remontait à 20 ans. Aujourd'hui, sur ces dernières années, on va dire que le capital expérience, c'est plutôt du côté de l'USMA. Maintenant, c'est un match aller-retour. À Abidjan, ça va pas être facile. À Alger, ça va pas être facile pour les Ivoiriens. Donc ça va être des matchs couperés. Je suis impatient de voir ces deux matchs. Tout reste à faire en tout cas pour ces demi-finales de la Coupe de la CAF. On va passer maintenant à la CAN U17 qui se déroule actuellement en Algérie. Et puis on a un choc. On a un choc Algérie-Maroc lors de cette CAN. Feta, l'Algérie qui reçoit le Maroc. Des mauvais souvenirs il y a un an en finale de la Coupe d'Arabe. À Alger où il y a eu des débordements. Bon, on espère que ça ne va pas se reproduire. Je pense pas que ça se reproduira. Mais en tout cas, voilà, c'est un match qui est très attendu. Et l'Algérie qui a eu du mal à rentrer dans cette compétition avec une défaite 3-0, notamment contre le Sénégal. Oui, alors effectivement, l'Algérie qui a fini deuxième de son groupe, derrière le grand Sénégal. Ils avaient commencé quand même en entamant la CAN par une victoire 2-0 face à la Somalie. Puis ils ont enchaîné un gros revers à domicile, 3-0. Et ça aurait pu être beaucoup plus lourd pour l'Algérie. Ils ont terminé par un match nul. Et ils ont terminé par un match nul où le Congo menait quand même 1-0 jusqu'à la 75e, je crois, avant l'égalisation de l'Algérie. Je pense que ce match-là, ils ont vraiment joué pour tenir le point du match nul qui les qualifiait. De l'autre côté, le Maroc a fini première de son groupe face à un groupe assez relevé. Il y a eu l'Afrique du Sud qu'ils ont battu. On va peut-être regarder le tableau. On va regarder le tableau pour montrer aux auditeurs ce que ça peut donner. Hein. Voilà. On a l'Algérie et le Maroc d'un côté, le Mali contre le Congo, Nigeria, Burkina Faso et Sénégal qui a l'air d'être le favori de cette compétition. Alors oui, effectivement, le Sénégal qui travaille très 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 bien grâce à leurs 3 académies. J'ai même envie de dire que grâce à leurs académies, ils peuvent même se passer outre les clubs mythiques du championnat sénégalais parce qu'ils arrivent tellement à sortir de joueurs que ça fournit leurs équipes de jeunes. Maintenant, pour en revenir au match du Maroc, je pense que ça va être un match très serré. Ça va jouer à Constantine. Donc le Maroc a joué ses 2 premiers matchs à Constantine, notamment face à l'Afrique du Sud qu'ils ont gagné 2-0 et face au Nigeria qu'ils ont gagné 1-0. Ils ont perdu 2-1 leur dernier match, mais c'était un match qui comptait pour du beurre parce qu'ils étaient assurés de finir premier du groupe. Saïd Chiba, l'entraîneur de ces U17, l'ancien international marocain, a fait tourner complètement l'effectif en changeant 10 joueurs. Donc je pense que ça va être un bon match, un match très serré, ça va jouer au mental. On se souvient, comme tu l'as dit, des événements en finale de la Coupe arabe cet été. Où au le mois Maroc menait jusqu'à la 1-0 jusqu'à la 88e avant qu'il se fasse égalisation de l'Algérie, victoire de l'Algérie au tir au but. Et puis, on espère ne pas revoir ce qui s'est passé, les images, parce que c'était pas bon du tout pour le football africain et maghrébin. Toi, tu le vois comment ce match, Tarek? Si tu veux, ça reste un derby. Un derby. Plus qu'un derby même, on va dire. Ça prend même une dimension un petit peu politique, il faut le dire, sans langue de bois. Maintenant, ça reste des jeunes, c'est la CAN U17, c'est des joueurs qui ont envie de jouer au ballon, qui veulent briller, qui veulent faire briller leur pays. Et je pense que ça va bien se passer pour ce match-là. Voilà, c'est des jeunes qui ont 15, 16 ans, 17 ans. Ils sont pas là pour envenimer les choses, voilà, même si ça reste à l'extérieur, un match assez politique. Mais si tu veux, voilà, la CAN U17, ça intéresse moins la population qu'une CAN U20 ou l'équipe A. Moi, je mettrais quand même une pièce sur le fait que le stade à Constantine va être full.
mais bien sûr. À guichet fermé. Le patriotisme algérien, après, tu pourras pas l'arrêter. T'es à domicile, joue à domicile. C'est contre le Maroc, donc ils vont tout faire pour pousser l'équipe. Mais je pense que ça va être une bonne ambiance. Monsieur, enfant. j'attire votre attention parce que on sait que Younes Ben Ali, qui est joueur du FC Nantes, a choisi de représenter l'Algérie. Younes Ben Ali, qui a vu son contrat être résilié par son club. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fetter? Déjà, moi, je trouve ça totalement débile parce qu'on sait que les dates de la CAN U17 ne sont pas des dates FIFA. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est pas des dates FIFA parce que c'est une compétition officielle dont les 4 demi-finalistes vont être qualifiés pour la Coupe du Monde U17. Franchement, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Je sais que, évidemment, à ce qui paraît, son contrat a été rompu parce qu'il s'est rendu du côté de Alger jouer justement cette CAN. Maintenant, moi, c'est plutôt les déclarations de ce jeune joueur qui me font un peu... je ne sais pas comment le dire pour ne pas heurter certaines sensibilités de certains téléspectateurs, mais quand tu entends un jeune joueur de 16 ans dire c'est pas donné à tout le monde d'être algérien, ou de représenter je sais pas ce qu'il veut dire. Il est fier, disons qu'il est fier d'être en équipe nationale. Ça se comprend. Il y a fier, tout le monde est fier. Bien sûr. Les Espagnols sont extrêmement fiers, les Italiens sont extrêmement fiers, les Argentins sont fiers, les Brésiliens sont... On n'a pas non plus de maturité à cet âge-là. Non mais attends, ça c'est une déclaration qui est reprise aussi du côté qui avait été aussi dite par Slimani après son incident en Ligue 1 avec un joueur qui l'accusait de racisme ou de propos anti-maghrébins. Je comprends pas trop ce genre de phrases qui reviennent à la mode du côté algérien. C'est pas donné à tout le monde d'être algérien, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être sur le côté euphorique. Maintenant, toi, t'en penses quoi, Tarek, de ce choix du FC Nantes d'avoir résilié ce contrat? Est-ce que c'est normal? On en est là encore en 2023? Non, mais en fait, ça a un peu choqué la toile parce que le joueur voulait partir en sélection. Donc, en général, quand un joueur est appelé par la sélection, si on a un club, on est compréhensif, on le laisse partir. Après, on a eu des échos et il l'a bien rappelé, Fater, que justement... le joueur a dit moi je m'en fiche, c'est l'Algérie, je dois y aller, etc. Je nuancerais. Non, il a respecté le FC Nantes. Il a dit que c'était un joueur nantais depuis tout petit, qu'il aimait ce club. Et après, il a commencé à aller dans ses discours un peu. Voilà. Maintenant, si c'est pas une date FIFA, c'est clair. Si c'est pas une date FIFA. Non, c'est pas des dates FIFA. Voilà, c'est pas une date FIFA. C'est pour ça que de bon nombre d'internationaux marocains à l'étranger on a également, on va peut-être voir une image, Adli. Le joueur du Milan AC qui a choisi de représenter, on a l'image de Adli, ancien joueur de Bordeaux également, qui a choisi de représenter l'équipe nationale algérienne Fettah. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un peu comme Aouar. Il y a un certain renouveau, peut-être un peu tardif du côté algérien, mais il y a un renouveau de pas mal de binationaux qui ont choisi de représenter l'Algérie. Maintenant, il faudrait nuancer. Sur pas mal de choses, notamment sur le fait que il y a des postes qui sont doublés voire triplés. Quand tu vois que Adjam, Ait Nouri sont 2 latérales gauche et que de ce côté-là, la sélection algérienne a déjà un bon latéral gauche en la personne de Bessebani, même si j'ai bien compris qu'il allait coulisser dans l'axe. Bouanani, Brahimi et je sais plus qui d'autre, c'est des ailiers. De ce côté-là, on sait que Belaïli à gauche, il est quasiment indéboulonnable et Mahrez à droite, c'est le capitaine. Et que derrière, il y a quand même des Ounas. Il y a d'autres joueurs qui sont... Donc c'est vraiment des joueurs qui sont venus à des postes où l'Algérie n'a, j'ai pas envie de dire pas besoin, mais pas forcément besoin. L'Algérie, je pense qu'elle a besoin d'un très bon gardien, de centraux très solides et surtout d'un attaquant. D'un attaquant qui pourrait pallier... Aïssa Mandi et Ben Sebaini dans l'axe, ça peut toujours faire l'affaire. On a vu que c'était... pour l'instant, au niveau africain, oui. Après, Aïssa Mandi, je le trouve un peu fébrile. C'est pas un joueur sur lequel je suis fan. Mais pour revenir à la venue de Adli, je dirais enfin, parce que c'était à un moment donné, je t'aime, moi non plus, je viens pas, attendez un peu. Là, il a pris la décision. Et j'aimerais donner un cas général parce que je remarque que de plus en plus, notamment avec ce qui se passe un petit peu avec la Fédération française de football, avec les incidents avec Ben Ali, etc., même si c'est pas un gros incident et que le club du FC Nantes est dans son droit, et avec tous ceux qui se disent dans la toile, on remarque de plus en plus que les joueurs binationaux, notamment français,
rejoignent ou vont rejoindre leur équipe nationale. Et je pense beaucoup aussi à l'équipe nationale du Maroc, grâce à son parcours jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Un Marocain, un Espagnol-Marocain ou un Italo-Marocain, un Franco-Marocain, aujourd'hui va privilégier l'équipe nationale du Maroc plutôt que l'équipe nationale française. Après, pour en venir au cas Adli, il a joué 5 matchs. Hein. Il a fait 5 bouts de match au Milan AC. Hein. Donc moi, ce qui m'interroge, c'est pareil pour le cas d'Aouar. D'ailleurs, on l'a vu dans sa vidéo avec sur le site de la fédération algérienne, où tu vois que le joueur, il est pas franchement à l'aise. Bon, tu veux dire par là que quand c'est au haut niveau, ils ont du mal à accepter l'Algérie directement? Non, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est la nouvelle mode qui est instaurée en Algérie. Et c'est là où je m'interroge. C'est-à-dire que Aouar, on dit qu'il va venir, mais pas pour tout de suite. Donc pourquoi on nous le dit qu'il va venir? J'en sais rien. Adli, il a joué 5 matchs. On dit que c'est pas pour tout de suite, c'est pour après. Donc en fait, c'est des effets de com pour soulager un peu les supporters, parce qu'on sait que Belmadi en Algérie, il est extrêmement décrié par une partie de la presse et même en France, parce qu'on se rend compte de certaines choses. Quel entraîneur n'est pas décrié par la presse algérienne? Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est venu d'Aouar et d'Adli, c'est pour dire aux supporters, calmez-vous, il va y avoir un renouveau. Sauf qu'on nous ramène un Aouar qui joue plus du tout. D'ailleurs, il est pas rentré hier face à Montpellier, il a pas joué une minute. Il a joué. C'est pas officiel. Si, il a fait une vidéo. Aouar, c'est officiel, mais il est en partance. Hein, et Aouar va partir de Lyon. C'est plutôt, tu sais, c'est ce qui explique que Laurent Blanc ne compte pas dessus. Non, mais quand il est venu, Laurent Blanc, il comptait sur Aouar. Il allait le remettre en selle. Sauf que Aouar, il joue plus. Donc pourquoi on nous dit qu'il va venir? Ensuite, Adli, il va avoir 23 ans. Il va avoir 23 ans là, dans quelques mois. Et il a joué 5 matchs avec le Milan. Alors, Tarek, 5 toi, matchs. aujourd'hui. Donc c'est des joueurs, c'est des arrivées, mais est-ce que vraiment ils vont apporter une plus-value à l'Algérie? Aujourd'hui, si on doit parler des choses qui fâchent, aujourd'hui, je comprends absolument pas la stratégie de Belmadi. Ouais. Belmadi, à un moment donné, il nous fait le fier à 2 balles en nous disant oui, non, mais celui qui n'accepte pas l'Algérie, il peut rester, on n'en a pas besoin. Il dégage de l'or, il le fait revenir. Ouais. Ensuite, Aouar, on avait semblé qu'il l'avait mis dans la blacklist. Ouais. Est-ce que c'est un Algérien? Il disait à des journalistes. Exactement. Il le ramène avec tambour et trompette, nous faisant une vidéo. Et tu vois que même Aouar, il n'est pas à l'aise. Sur la vidéo, non, mais j'ai pas voulu faire le premier pas pour ne pas paraître opportuniste. Et tu vois que même dans son non-verbal, il n'est pas du tout. Et tu sais que au moindre faux pas du côté algérien, il va se manger une rafale. Bon, je sens que c'est un sujet quand même qui vous emballe. Juste, on va essayer de tourner la page assez rapidement. Est-ce que le fait que, par exemple, je prends le cas du Maroc. Le Maroc est parti en demi-finale de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est beaucoup plus facile pour un joueur aujourd'hui qui a une double nationalité de pouvoir choisir le Maroc après avoir vu sa sélection aller aussi loin? Bien sûr, ça, évidemment. C'est une vitrine qu'ils ont eue en demi-finale avec toute l'euphorie qu'on a eue, la bonne ambiance. Walid Regragui qui faisait partie aussi un petit peu, on avait l'impression que c'était le 12e joueur de l'équipe. Parce que très bon dans sa com. Voilà, très bon dans sa com, qui est jeune, donc au niveau générationnel, c'est pas très éloigné. C'est pas comme si qu'ils avaient un entraîneur de 55 ou 60 ans, voire plus. Donc aujourd'hui, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, encore plus au Maroc, je pense que les joueurs binationaux, la priorité aujourd'hui, c'est l'équipe marocaine. Mais quand tu vois que le Maroc a sorti l'Espagne, a sorti le Portugal et d'autres grosses équipes, le Marocain, il se dit pourquoi je vais jouer en Espagne? Moi, mon équipe d'origine, elle a battu le Maroc, l'Espagne, le Portugal. Donc même au niveau sportif, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Alors Tarek, on va essayer de voir ça d'un point de vue un peu plus général. On a la chance d'avoir en France des joueurs qui ont cette double nationalité. On pense à Benzema, Ben Arfa et d'autres. Oui. Samir Nasri en l'occurrence. Le cas Benzema a-t-il aussi impacté les joueurs? Je suis content que tu en parles, Anis. Bien sûr que le cas Benzema, il faut se le dire sans langue de bois, je pense, influence indirectement, involontairement, le choix des joueurs. Parce que tu as un cas comme Karim Benzema qui est au toit du monde, ok? Tout le monde, c'est pas qu'en France. Toutes les fédérations au monde se demandent comment ça se fait que Benzema, un joueur comme Benzema, ne joue pas, ou en tout cas n'est pas appelé en équipe de France. Bon, nous, on connaît les coulisses, etc. en France. Plusieurs années, voilà, ça, on va pas y revenir dessus parce qu'on va en parler 3 heures. Maintenant, aujourd'hui, quand tu es un joueur, tu dis purée, Benzema, qui est le meilleur joueur du monde, qui performe tous les week-ends, qui met des doublés, des triplés à chaque week-end, qui est pas rappelé. Donc moi, si je fais le moindre faux pas, on va me mettre sous le carreau. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis pas d'accord. Pour plusieurs raisons. Le cas Benzema, il faut se rappeler du cas Fekir.
Fekir, il a vu ce qui s'est passé avec Benzema en équipe de France. Bien Pourtant, sûr. ça ne l'a pas empêché d'aller en équipe de France. Bien sûr. Aouar, pareil, il a vu ce qui se passait. Mais Fekir, c'est particulier. Non, mais Fekir, attends, c'est particulier. Aouar, il a bien vu, il est de Lyon, il a bien vu ce qui s'est passé avec Bien Benzema. sûr. Ça ne l'a pas empêché de choisir l'équipe de France et de jouer un match contre l'Ukraine. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que les binationaux là, dont tu me parles, notamment ceux de l'Algérie, est-ce que la France allait les appeler ? Il n'y a aucun crack parmi ces joueurs qui allait choisir l'équipe de France. Aouar était à Fekir aurait l'entrée. pu jouer à la Coupe du Monde, à la place de Verretou. Non, mais Fekir est champion du monde. Non, mais c'est pas le même Fekir est poste. champion du monde, de toute façon. Oui, Mais bien il sûr. aurait pu jouer la dernière Coupe du Monde au Qatar. Non, mais pourquoi il à est la place champion de du Verretou. monde? Parce que Payet a fini blessé cette saison-là. C'était Payet qui allait qui allait être dans le groupe. Et Fekir a profité de la blessure de Payet pour aller en Coupe du Monde et finir champion du monde. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que les joueurs, ces joueurs-là qui nous la jouent mi-figue, mi-raisin, moi, je suis persuadé qu'ils font des choix au moment voulu sportifs, qu'ils en ont rien à foutre. Alors, Fetter, on va poser une question. On a la chance d'avoir un agent avec nous. Les agents. Oui. Ce rôle des agents autour des joueurs. On se souvient de cette histoire de Fekir, qui a quand même été champion du monde au final. Ça joue, ça joue pas. Fekir, c'est très clair. Fekir, si tu veux, au départ, il a fait, peut-être pas à 100%, mais il a fait le choix de l'Algérie. Ok, ça a été médiatisé, etc. Bizarrement, le lendemain, il change d'avis. Il y a bien quelque chose qui s'est passé. Il y a Bernès derrière. Voilà, il y a Bernès derrière qui est l'agent. Il y a Jean-Michel Aulas. Qui est l'agent de Deschamps. Il y a Jean-Michel Aulas qui pense aussi à l'aspect économique. Parce que si demain, Fekir rejoint l'équipe nationale d'Algérie, sa valeur marchande, elle diminue automatiquement. Malheureusement, la nationalité sportive, ça compte sur le marché. Maintenant, ça a pesé beaucoup sur sa décision, en tout cas pour revenir sur sa décision de ne pas jouer pour l'équipe d'Algérie. Et ça a joué beaucoup et ça a coûté sa carrière. Finalement, parce qu'il ne faut pas oublier, il s'est fait les croisés, ça a dû jouer sur le mental, mais il devait signer à Liverpool. Ouais. Et après cet épisode-là, il quitte son agent Bernès et il reste avec ses frères et sa famille qui s'occupent de sa carrière. Et ça a flingué son transfert à Liverpool. Et au final, il a terminé à Betis Séville, même il reste... On a à peu près le même cas avec El Zelzouli. El Zelzouli, il n'avait pas choisi directement le Maroc. Si, il a choisi directement le Maroc. C'est juste qu'il voulait pas. Le Barça l'a retenu. Il ne pouvait pas faire. Il avait pas cette histoire. Il avait joué avec les jeunes d'Espagne, non, il avait joué justement avec les jeunes du Maroc. Ah, les jeunes du Maroc. Tu veux parler de de Mounir El Haddadi, toi, je pense. Exactement. Alors Mounir El Haddadi, c'est pour ça que comparaison n'est pas raison. Et tous les cas, peut-être que sur la forme c'est la même chose, mais sur le fond c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que Mounir El Haddadi, il jouait avec les U21. De l'Espagne. Mounir El Haddadi, il jouait avec le Grand Barça à 17-18 ans. Il se sentait espagnol. À 17-18 ans, il jouait avec le Grand Barça. Il jouait pas à Lyon. Il n'a pas fait le choix de la France à Lyon à 21 ou 22 ans. Il était à 10 et il a joué ses premières minutes avec la sélection espagnole lors d'un rassemblement U21 ou U20 espagnol. Et comme il y a eu un blessé en A côté espagnol, voyant qu'il était déjà sur place, on l'a fait monter en A. Comme ça s'est fait, notamment avec Guendouzi. Les premières sélections de Guendouzi, c'était qu'il était à un rassemblement espoir. Il y a eu un blessé en équipe A, en équipe de France, et on l'a monté. D'accord? Mais c'est pas quelqu'un qui a choisi directement l'Espagne. Alors, est-ce que Mounir El Haddadi, quand il est arrivé en sélection marocaine, quand il est arrivé en sélection marocaine, il y a eu quand même des complications. Mais oui, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, il n'a pas fait le mondial. Mounir El Haddadi n'était pas au mondial. Parce que ça joue aussi au niveau de... Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es à 17 ans, 18 ans, que tu joues avec Neymar, Messi, Suarez, que tu joues au Barça, c'est pas la même chose que tu es à Lyon, en Ligue 1, que t'as qui? T'as Tolisso, t'as Lacazette, c'est pas la même pression. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il se sentait plus espagnol aussi, Mounir El Haddadi, de par son parcours. Maintenant, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'après la Supercoupe d'Europe, quand Séville remporte la Ligue Europa et qui joue en Supercoupe d'Europe face au Bayern, Luis Enrique rappelle Mounir El Haddadi. Et Mounir El Haddadi lui dit clairement, non, je veux jouer avec le Maroc. Tu comprends? Donc il a peut-être mûri sa réflexion après. Quand on a 17 ans, 18 ans, que tu joues au Barça, qu'on te met la pression, que tu étais dans un stage U20 et qu'on te fait monter parce qu'il y a un blessé en équipe A espagnole, c'est pas la même chose que quand tu joues à Lyon, je suis désolé, avec pas du tout les mêmes joueurs, pas du tout le même contexte, pas du tout le même club. On a quand même un problème. Et que tu vois que tu as Benzema qui a le même problème en équipe de France et que malgré tout, tu choisis l'équipe de France. Bien sûr. Parce que Aouar et Fekir, c'est ce qu'ils font. Ouais. Tu vois? Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est mon avis. Moi, je comprends ce qu'il dit, mais c'est pas la même période. Aouar et Fekir, certes, c'était un passé proche,
Mais là, je parle vraiment dans la dernière année. Ouais. Non. Mais Aouar, il joue même plus à Lyon. Mais ils ont vu ce qui s'est passé avec Benzema. Aouar ne joue même plus à Lyon. Mais quand tu parles de Fekir et Aouar, Benzema, c'est quoi? Il y a une embrouille avec Valbuena. Il n'est pas convoqué à cause de cette embrouille. Pendant 5 ans. Aujourd'hui, il a le ballon d'or. Depuis l'année dernière, il a le ballon d'or. C'est plus la même donne. Là, il a mis tout le monde d'accord. Parce que les gens critiquaient, mais Lewandowski est meilleur que lui, Messi, il n'y arrivera jamais au niveau. Mais tu te rappelles des problèmes quand même avant Benzema de Nasri, de Ben Arfa. Oui, bien sûr. D'accord, qui n'a pas fait son mondial, etc. Mais si tu veux, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, messieurs, on va ballon d'or, que tu mettes des triplés tous les week-ends, je vais dire un truc. Je n'ai pas la petite cloche. Non, on va arrêter. Tu vois bien l'équipe Deschamps, c'est que du muscle. On veut pas de joueurs techniques. Pourquoi tu fais... Non, on va arrêter, on va changer. J'ai juste une dernière question parce que sinon on va y rester 3 heures. Le fait de mettre du temps à choisir sa sélection, d'accord, pour ces joueurs qui ont cette double nationalité, cette chance d'avoir cette double nationalité, quand ils vont rejoindre la sélection entre guillemets par défaut, par manque de niveau, ils se font récrier. Voilà. Est-ce que ça crée quand même une polémique et un problème au sein du groupe? Moi, j'ai entendu de la part de supporters algériens, quand Brahimi faisait des mauvais matchs, que de toute façon, il a choisi l'Algérie par défaut. D'accord. Que c'était pas son premier choix, parce qu'il n'a pas le niveau de jouer en équipe de France. Même en Tunisie avec Ben Alouane. Moi, j'étais contre Moi, je ne voulais pas de Ben Alouane en Coupe du Monde. J'aurais préféré 1000 fois Abdenour. Pareil avec le Maroc. D'Acosta. Moi, j'en ai jamais voulu en sélection. J'aurais préféré 1000 fois un Badr Bani. Contrairement à Hannibal Mejri, qui a fait le choix à 18 ans en étant à Manchester. Hannibal Mejri. Pareil pour Hakimi. Hakimi, il a fait un super choix, très. On a quand même aussi, il y a quand même le joueur qui est rentré hier à la fin avec le Paris Saint-Germain, Garbi, qui est un ami de Hannibal Mejri, qui va peut-être choisir la sélection tunisienne. C'est possible. En tout cas, la fédération tunisienne. Messieurs, on va tourner cette page, on en reparlera, on aura le temps, bien évidemment. On va parler des championnats nationaux. D'accord. On va parler des championnats nationaux. Hier, le derby tunisois entre l'Espérance et le Club Africain, ou c'est plutôt Club Africain Espérance parce que c'est le Club Africain qui recevait. On va voir des images. 1-0 pour le Club Africain, un but du jeune joueur du centre de formation, Labidi. On va essayer de voir ça. Voilà. Il est tout seul au 6 mètres. Magnifique but. Voilà. Magnifique but. Donc ce joueur qui est un joueur du centre de formation, 20 ans, et qui a marqué sur un superbe centre. Pardon. D'ailleurs, tu vois pas mal de jeunes joueurs dans les sélections juniors, etc., U17, U20 tunisiennes, formés au club africain. C'est voilà, 1-0. Le club africain qui est deuxième, derrière l'étoile sportive du Sahel, et l'Espérance qui s'enfonce dans une mini-crise, une crise tout court. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment. L'Espérance qui est dans le mal. Malgré ça, sans parti pris, très content pour le club africain qui a souffert quand même ces dernières années avec des problèmes financiers, des mercatos fermés pour eux, pour pouvant pas recruter des joueurs, etc. C'est un des clubs les plus populaires aussi en Tunisie avec l'Espérance de Tunis. Et je suis content qu'ils reviennent, qu'ils renaissent un peu de leur cendre et ça va faire du bien et ça va hisser vers le haut le niveau du championnat tunisien. L'Espérance qui perd hier, Fater. L'Espérance qui perd après avoir perdu contre le club sportif sfaxien. L'Espérance qui va mal. L'Espérance qui a entre guillemets encore ses chances en Ligue des Champions contre l'ogre du El Ali. Cette défaite, est-ce que tu penses que ça va être une catastrophe en fin d'année pour l'Espérance et ne pas jouer une compétition africaine? Parce que là, l'Espérance, c'est quand même 4e. À Nice, ce serait une catastrophe. Je ne sais pas s'ils vont finir comme le Raja qui potentiellement ne jouera pas de compétition africaine. Le Raja qui est 5e. Qui est 5e à, je crois, 8-10 points du 3e, du FUS. L'Espérance, j'ai envie de te dire, ils ont eu beaucoup de chance de tomber face au club quasiment le plus faible des quarts de finalistes, la JSK. Sans ça, je ne sais pas s'ils auraient pu passer le step d'aller jusqu'en demi-finale. Tarek, l'Espérance qui, aujourd'hui, Nabil Maloul, quand il a pris l'équipe de l'Espérance, il a clairement dit, juste après Jaïdi, qui est un entraîneur que tu connais très bien, a dit clairement qu'il avait une équipe pour aller jouer toutes les compétitions. Si tu veux, déjà il faut replacer les choses dans leur contexte. Il y a Jaïdi qui arrive, il y avait
on va dire, les supporters qui souhaitaient un peu de renouveau, un ancien du club, donc Jaïdi arrive. Bon, malheureusement, lui, il vient avec pour faire bref, une philosophie à l'anglaise, je vais jouer à 3 défenseurs, etc. Ça ne marche pas en Afrique, donc il est remercié à 4 journées de la fin. Maloul arrive, il gagne le championnat, mais il ne faut pas oublier que c'est Radi quand même, malgré des difficultés, qui fait le travail. Eh ben lui, il arrive, il va pas dire les gars, je vais reconstruire, justement, parce que les supporters ont pensé que avec Jaïdi, ils ont perdu déjà 9 mois pratiquement. Et donc Maloul vient en annonçant que je vais gagner la Ligue des Champions, le championnat il assumera les conséquences de toute façon. Maloul, il est coutumier du fait. On se souvient en 2018, il avait dit que dans les vestiaires en Tunisie, l'objectif c'est pas de passer le 8e, c'est d'aller en quart de finale de Coupe du Monde. Il est ambitieux. Après, non, mais Maloul, moi je suis pas très fan. J'aime pas trop le personnage. D'ailleurs, je sais qu'il est aussi pas mal décrié par le ballon d'or tunisien africain Tarek Dieb qui ne lui trouve aucune qualité d'entraîneur. Maintenant, lui, il est coutumier dans ses déclarations parce qu'il connaît un peu les supporters, il sait ce qu'ils pensent. Il a joué à l'Espérance et au club africain. Voilà, donc il sait ce qu'il faut leur dire et il va dans leur sens, mais il va pas dire le contraire. Le championnat marocain, les Fardo Rabat sont toujours premiers. Ouais, à un point du Wydad. Ouais. Donc on s'était posé la question tout à l'heure pourquoi l'entraîneur du Wydad était parti alors que ils sont en course un peu partout. Tu vois les Fardo Rabat réussir à aller à le plus là ils ont plus que la Coupe du Trône, je crois, et le championnat. Ils peuvent le faire ou pas, clairement. Je pense qu'ils peuvent le faire. Maintenant, il ne faut pas oublier que le Wydad a l'expérience de ses derniers sprints finales, qu'ils ont cette expérience-là justement pour maîtriser et gérer leur finish. J'espère pour les phares qu'ils vont pouvoir justement tenir et ne pas céder. C'est juste un point. Ils arrivent pour l'instant à maintenir le cap. C'est d'ailleurs un bon message après leur défaite et leur élimination en Coupe de la CAF de se dire écoutez, on est encore là, on tient encore, on veut aller chercher cette Boto-là. Je pense qu'ils peuvent le faire. Et j'espère, c'est tout le mal que je leur souhaite. La JSK qui a battu l'USMA, 1-0. La JSK, qui connaissent beaucoup de problèmes financiers dans ce club. Ils se font éliminer en Ligue des Champions. Mais là, voilà, ils battent l'USMA. Ils ont encore 1 ou 2 matchs en retard. Tu les vois quand même se maintenir, Tarek? Écoute, ça va être compliqué. Ils sont à 20 points aujourd'hui. Le Paradou est à 21 points. L'autre dernier non relégable, l'avant-dernier non relégable, il est à 26 points. Maintenant, le championnat algérien, c'est un championnat très homogène, donc où les points sont très serrés. Et si tu veux, la JSK, de toute façon, elle n'a pas le choix. Elle est éliminée en Ligue des Champions et elle doit, pour se maintenir, sinon ce serait une catastrophe pour tous les supporters kabyles et ce serait la première fois que la JSK ira en Ligue 2. Ce serait une catastrophe pour les Kabyles. Ça serait vraiment une catastrophe et puis on espère quand même voir la JSK se maintenir parce que ça reste quand même un grand d'Afrique. C'est un grand d'Afrique avec toutes ces coupes africaines qu'ils ont pu remporter. La JSK, il n'y avait pas une affaire où il devait être racheté par un groupe Si, justement, Mobilis a acté, c'est bien que tu en parles, on va en parler rapidement, Mobilis avait acté l'achat des 80% des parts. Oui. Et hier, ils ont nommé donc un ancien dirigeant qui est devenu président et un autre dirigeant qui est devenu directeur général du club. Bon, écoutez, en tout cas, on arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et puis on vous revoit très bientôt, chers auditeurs. Merci et à bientôt. Au revoir.